effectivement très dur de refuser une invitation de messieurs avec la collaboration qu'on a. On est allé en Irak ensemble, au Pérou, boire des bières, pas que, hein, mais on est très proches. Et puis ça me fait vraiment plaisir d'être là. Donc merci pour l'introduction. Donc je me présente rapidement. Effectivement, je travaille chez Terre des Hommes, donc Fondation d'aide à l'enfance. Notre nom n'est pas très parlant, mais voilà, c'est ce qu'on fait. On essaye d'aider un maximum d'enfants dans le besoin, dans environ 30 pays. Et mon rôle, c'est chef de secteur communication. Donc je gère une équipe de gens formidables, un peu des spécialistes en graphisme, en digital, en rédaction, voilà, un petit peu des profils différents, très complémentaires. Et aujourd'hui, le thème de la soirée me parlait particulièrement. C'est vraiment lié aussi à notre ADN et à notre mission, d'avoir un impact positif, que ce soit sur le terrain pour les enfants, mais aussi dans notre communication. Et du coup, ça m'a tout de suite assez inspiré de parler d'un processus, plutôt une approche qu'on essaie de mettre en place depuis quelques années, beaucoup plus inclusive. Et du coup, voilà, je vais vous parler un peu d'une expérience un peu personnelle. Je ne représente pas forcément Terre des Hommes aujourd'hui. J'ai l'habitude d'être aussi assez critique de mon propre secteur et de l'aide humanitaire en général. Donc, les collègues, désolé si jamais vous me voyez. Mais voilà, je pense que c'est aussi bien dans notre secteur d'être transparent, d'accepter un peu les challenges qu'on a et puis de faire avancer les choses. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. Je voulais commencer par une définition parce que finalement, l'inclusion, c'est un mot très à la mode. Tout le monde en parle. On parle beaucoup du langage inclusif, par exemple. Mais moi, j'ai trouvé un peu une définition qui me parle assez et puis qui peut assez un peu introduire cette présentation. C'est vraiment la création d'un environnement où tous les gens sont respectés de manière équitable et qui ont accès aux mêmes possibilités. Pour moi, ça inclut aussi justement les valeurs et les principes d'équité, de justice, de respect. On se montre ouvert aux différentes opinions, aux différents avis. Et puis, bien sûr, ça nous parle aussi particulièrement chez Terre des Hommes, les différentes cultures, les expériences, les communautés. Voilà, on essaie, nous, de regrouper un maximum tout ça dans notre façon de travailler, dans notre façon de récolter du feedback, dans notre façon, justement, de communiquer. Et puis, voilà, ça fait vraiment partie de cette approche que je vais vous présenter à travers un petit peu des exemples très pratiques. J'espère qu'ils seront parlants. On part par un constat qui a été fait il y a quelques années déjà, pas forcément par moi, plutôt par des collègues du terrain. Et on s'est dit justement que, évidemment, les droits des enfants ils sont bafoués, on le sait, que ce soit en Suisse ou à l'étranger. Leurs droits ne sont vraiment pas respectés. Pourquoi ? Un enfant, il ne vote pas. Un enfant, il n'est pas vraiment inclus dans les enjeux économiques. Donc, pour un politicien, il n'est pas très important. Donc un enfant, finalement, il a pas vraiment de voix auprès du grand public, auprès des gouvernements. Donc je disais, voilà, les enfants sont en général pas vraiment écoutés. Et c'est pour ça que Terre des Hommes existe, parce que leurs droits ne sont pas respectés, que ce soit le droit de s'exprimer, que ce soit le droit d'être écouté, le droit à l'éducation, et j'en passe. On a une convention qui existe pour ça, pour le droit des enfants. Moi qui suis dans la communication, on a un deuxième constat, c'est que la communication dans le monde humanitaire et du développement et de l'aide, elle a aussi une image un petit peu poussiéreuse qu'on essaye de se débarrasser des années 60, 70. Il y a tout cet aspect un petit peu colonialiste de ces années-là. Il y a aussi beaucoup de stéréotypes dont on essaye de s'éloigner un maximum. Je pense qu'on fait un travail assez intéressant chez Terre des Hommes depuis quelques années, mais c'est toujours un travail de sortir de ces stéréotypes. On est aussi très centré sur soi-même, je pense. On a cette petite équipe de la com, finalement, de 8 personnes en Suisse. On est tous plus ou moins occidentaux. Qu'est-ce qui nous permet finalement de parler à la place de ces enfants du Sud, de peu importe la région? Est-ce qu'on a vraiment la bonne vision pour parler à leur place?
Donc l'idée, c'est de peut-être changer un peu ce paradigme et d'être un peu moins centré sur soi-même. C'est aussi peu participatif, c'est un peu en lien avec ça, on travaille surtout ensemble. Alors on a 95% de notre staff qui est sur le terrain, donc ça, bien sûr, ça aide. Et puis on a des collaborations avec nos collègues du terrain, mais directement avec les enfants, les familles, les communautés, beaucoup moins. Et puis bien sûr la culture du feedback qui fait un peu le lien au premier talk, mais elle est quasi inexistante aussi. Donc on fait des campagnes, on fait des reportages vidéo, des reportages photos, des news sur notre site, et on est satisfait, on voit des résultats, mais finalement qu'est-ce qu'ils en pensent, les gens dont on parle, c'est très dur à calculer, à identifier comment on peut se remettre en question, c'est très compliqué. Du coup, cette approche qu'on essaye d'être justement beaucoup plus inclusif, elle a commencé vraiment sur le terrain. Je vais vous partager 3 exemples concrets, si ça vient. Voilà. La première, c'est une campagne qui s'appelle Covid Under 19. Donc on a remarqué que les enfants, pendant le Covid, tout le monde s'en foutait. Hein. Tous les jours, on avait des heures et des heures sur le téléjournal, à la radio, sur Internet. On parlait des problèmes du Covid, mais finalement, on ne parlait pas en fait, des problèmes des enfants, de qu'est-ce qu'ils pensaient de tout ça. Et en fait, on a remarqué à travers cette étude, justement, que c'était aussi, ils faisaient partie des premiers à être touchés par ce Covid parce que justement, ils étaient des fois bloqués à la maison, ils n'avaient plus accès à l'éducation, ils n'étaient plus écoutés comme avant, ils pouvaient des fois même plus jouer, dans certains pays, ils ne pouvaient plus sortir de chez eux. Il y avait aussi beaucoup une augmentation des violences dans les habitations, dans les familles, et finalement, ils avaient très peu la parole pendant ce Covid. Donc, ce qu'on a créé avec d'autres organisations, c'est vraiment une initiative, une enquête internationale qui comprenait 137 pays et plus de 27 000 enfants ont participé à cette enquête pour justement comprendre finalement quels étaient leurs besoins, quels étaient leurs problèmes et puis de leur donner une voix. Et puis c'était vraiment un succès. On ne s'attendait pas à avoir autant d'enfants, justement. Il y a eu aussi un très bel impact médiatique. Et puis voilà, on a pu vraiment en faire parler. Et c'était vraiment une approche pour nous qui nous a fait aussi un petit déclic, où on s'est dit, mais ils ont tellement de choses à nous dire, tellement de choses justement où nous, on peut aussi beaucoup apprendre. Et puis ça a lancé vraiment une vraie vague aussi à l'interne pour pousser encore plus la participation des enfants dans notre travail. Le deuxième exemple, c'est un congrès mondial. Donc Terre des Hommes, il travaille aussi dans l'accès à la justice, donc là, tout ce qui est justice juvénile, qui est un problème énorme dans beaucoup de pays. C'est justement des conditions affreuses pour des mineurs dans les systèmes voilà, les prisons, on va dire, les centres fermés, ou bien tout type de centres finalement pour des enfants qui ont été jugés, ou pas d'ailleurs. Et du coup, on a un congrès mondial tous les 4 ans. Et puis, en 2021, on a décidé d'ouvrir ça aux enfants. C'est-à-dire qu'ils ont commencé dès le départ à travailler sur le programme du congrès. Ils ont évidemment participé pendant le congrès. Ils ont rédigé la déclaration finale mondiale avec les spécialistes, les juristes, les membres du gouvernement. Et puis ça aussi, on a remarqué à quel point c'était impactant sur le résultat final, sur également la visibilité, l'impact médiatique, ce genre de choses, d'inclure finalement les gens qui sont au centre, au cœur de notre activité. Ça fait vraiment la différence. On l'a remarqué avec cet exemple-là aussi. Et le dernier exemple que je vais vous présenter, c'est quelque chose de peut-être un peu plus concret par rapport à l'aide qu'on fait sur le terrain. C'est ce qu'on appelle les Blue Schools. Donc ça, c'est au Népal, mais on a aussi ça dans d'autres pays. Et puis l'idée, c'est qu'on forme des enfants à tout ce qui traite de connaissance de l'environnement, de l'eau potable, de l'assainissement. Et puis donc c'est des écoles vraiment peintes en bleu, et puis ils peuvent apprendre toutes ces choses-là, comment on jardine, comment on fait aussi de la permaculture, ce genre de choses. C'est une région qui est vraiment prône aux catastrophes climatiques, aux catastrophes naturelles, les inondations, etc. Et puis grâce à toute cette connaissance qu'ils ont eue, ça leur permet ensuite d'aller dans leur communauté, dans leur village, de eux-mêmes
partager cette connaissance, justement. Et on a plein d'exemples d'enfants qui ont créé leur propre jardin pour leur village, qui résistaient aux inondations. Et en fait, ils deviennent acteurs eux-mêmes du changement. Et ça, c'est vraiment important pour nous, parce que finalement, les enfants, c'est eux le futur, et puis qui connaissent déjà dès le départ, qui connaissent les bases un petit peu pour se protéger, pour améliorer un peu leur vie. C'est important, et finalement, on n'est pas obligé de toujours passer par les adultes pour qu'il y ait un vrai changement. Et au contraire, ils sont très friands de ça, évidemment, d'apprendre des nouvelles choses et d'avoir un impact. Bien sûr, donc, je travaille dans la communication. Tout ça, ça nous inspire beaucoup, tout ce qu'on voit sur le terrain. Et du coup, on s'est aussi beaucoup remis en question. Et puis, on a essayé de commencer à un processus aussi beaucoup plus inclusif à travers nos différents projets. Et puis, j'ai aussi quelques exemples, du coup, comme un podcast qu'on a créé qui s'appelle The Field, et on donne la parole aux enfants, mais pas seulement. Il y a des épisodes qu'ils ont construits eux-mêmes de A à Z. Ils ont décidé des questions, de qui on interviewe, ils ont participé à l'enregistrement, et puis nous, on était juste là pour donner un peu des idées ou bien pour les aider quand c'était bloqué. Et puis, au final, ça donnait des épisodes excellents. Et puis, on voyait tout de suite la différence aussi entre les épisodes qu'on fait nous-mêmes de notre côté et puis ces épisodes-là créés avec des enfants. Ça, c'est un teaser parce qu'il n'est pas encore sorti notre nouveau site, mais je pense que l'agence ne serait pas contente d'ailleurs, mais on a envie de créer un nouveau site internet qui va sortir l'année prochaine avec vraiment l'enfant encore plus au centre que maintenant. Et puis, une des idées qu'on a eues avec l'agence, c'était justement d'avoir des vrais dessins d'enfants pour illustrer un petit peu nos histoires. On a toujours trouvé que c'était un peu superficiel peut-être d'avoir des simples news qu'on écrivait de notre côté, avec, bien sûr, on interviewe ces enfants, hein, ça ne vient pas de nulle part, mais on trouvait que c'était assez loin finalement du terrain pour le visiteur qui lit cette news. Donc nous, on a décidé d'intégrer des vrais dessins d'enfants qu'on va récolter sur le terrain, qu'on va peut-être scanner et puis peut-être juste mettre un peu une couleur dessus, mais pour illustrer finalement ces stories et pour créer un lien un peu plus fort finalement entre un donateur et puis un enfant qui est peut-être à l'autre bout du monde. Donc certains reconnaîtront ce petit enfant là-bas. C'est juste une image d'illustration, mais c'est aussi important pour nous quand on fait des reportages sur le terrain. On arrive avec notre grosse caméra, une équipe justement d'occidentaux pour faire un reportage. On aimerait maintenant pousser de plus en plus aussi tout ce qui est consentement, tout ce qui est participation. Évidemment, c'est quelque chose qu'on faisait déjà, on fait signer des formulaires aux familles, aux parents, ou des fois à des enseignants, mais on aimerait vraiment aller encore plus loin, par exemple, qu'ils comprennent vraiment comment l'image sera utilisée, parce qu'en général, une organisation qui va sur le terrain, on fait signer un petit formulaire et c'est tout, mais est-ce qu'il sait que sa tête va se retrouver sur toutes les gares de Suisse ? Je ne crois pas. Est-ce qu'il signerait le même document ? Je ne crois pas. Et l'idée, c'est qu'on soit beaucoup plus avant-gardiste justement dans ce domaine-là, et puis qu'on essaye d'avoir un vrai consentement qui soit concret, réel par rapport à l'utilisation. Et c'est un énorme challenge parce que forcément, c'est beaucoup plus contraignant, mais on pense que éthiquement, c'est vraiment aussi quelque chose c'est un must maintenant de faire ce genre de choses. J'étais obligé quand même de mettre une photo parce qu'on n'a pas attendu ce changement pour le faire. Hein. On montre les images aux enfants, c'est Guillaume si jamais, en Irak. Et puis voilà, ça leur fait aussi très plaisir de voir leur propre image et de leur expliquer un petit peu finalement qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on fait ça. C'est pas forcément toujours, ça vient pas forcément naturellement pour eux. Finalement, on est là pour parler de l'impact. Donc c'est un peu un pilote, si on peut dire ça, en tout cas du côté de la communication. C'est un travail qu'on fait et puis on apprend constamment. Et forcément, s'il n'y a pas un impact positif, on se remettrait beaucoup en question. J'ai fait une rapide analyse sur les contenus digitaux qu'on a fait justement avec des enfants, avec une participation grande des enfants.
Et on a pu voir justement que déjà les dons étaient plus importants, le don moyen augmentait, c'est-à-dire que les gens étaient peut-être un peu plus touchés par ces contenus participatifs que les contenus classiques. Donc ça, c'est déjà forcément très intéressant pour nous. Peut-être qu'ils se disent justement que c'est un peu plus brut, un peu plus naturel, un peu moins surfait. Je ne sais pas, on n'a pas encore fait de sondage ou quoi que ce soit, mais en tout cas, c'est une réalité. On voit aussi que sur ces contenus-là, il y a plus d'interaction, des gens qui partagent, des gens qui likent, ce genre de choses, et les gens restent plus longtemps sur la page. Donc ça, c'est un peu une analyse rapide de ce qu'on a fait, justement, pour comparer tout ce qui est participatif et un peu moins. Et pour finir, en termes d'impact, il y a plusieurs aussi impacts positifs qu'on a remarqués. C'est évidemment tout ce qui est stéréotype. Pour moi, ça, c'est un sujet qui m'est cher, c'est de s'éloigner de ces stéréotypes qu'on a, par exemple, du petit enfant africain pauvre, tout maigre, qui est en train de pleurer, du misérabilisme, ce genre de choses. Et en fait, de travailler plus avec les communautés et les enfants, ça nous permet de s'éloigner de ces stéréotypes, forcément, parce qu'on se rend compte que ce n'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que c'est des enfants qui ont plein de ressources, qui ont aussi plein d'idées, et qui deviennent après entrepreneurs dans leur propre village avec des concepts hyper chouettes. Donc, on essaye vraiment de s'éloigner. C'est un travail au continu, parce que là, je parle de la communication, mais il y a le côté marketing, et ça rejoint un petit peu le talk d'avant, c'est qu'on n'a pas toujours la même vision, les mêmes objectifs. Le marketing, ils sont là pour chercher de l'argent, nous on est là pour se positionner un petit peu, et du coup, c'est des fois compliqué, parce qu'on sait que le marketing, notre donateur classique, il a 60 ans, et les misérabilistes, ça fonctionne chez eux. Donc, de montrer les enfants souriants, on va avoir moins de dons. Mais par contre, éthiquement, on sera beaucoup plus correct. Donc ça, c'est un impact vraiment positif. Le feedback, évidemment, j'en ai parlé, on a plus de feedback, on sait pourquoi on fait les choses. Et puis voilà, on sait aussi que les enfants, ils se sentent plus écoutés, plus impliqués. C'est un bonheur de les voir comme ça. Et donc forcément, nous, ça nous rend heureux aussi. Ça change notre gestion de gérer les projets aussi, notre façon de gérer les projets, parce que finalement, on se rajoute des étapes et c'est plus difficile et ça prend plus de temps. De faire un podcast avec un enfant ou 3 enfants, ça prend 3 fois plus de temps qu'un podcast si on le faisait nous-mêmes. Donc c'est aussi un choix qu'on doit faire, qu'on doit aussi vendre à notre direction, qu'on va peut-être mettre plus de temps à créer un contenu, mais peut-être que voilà, il y aura plus d'impact et on sera aussi éthiquement beaucoup plus satisfait du résultat. Et puis forcément tout ça, ça a un impact sur l'image de marque, parce que je pense que voilà, la nouvelle génération, elle est très activiste, elle est très engagée, elle aime beaucoup justement s'impliquer pour des causes, et il faut penser à cette génération qui sera peut-être nos futurs donateurs ou des futurs bénévoles, ce genre de choses. Et je pense que cette image un petit peu poussiéreuse de l'aide et de certaines organisations, je ne dis pas que la nôtre est forcément poussiéreuse, mais on peut faire mieux toujours. Voilà, c'est un investissement à mon avis, ce qu'on est en train de faire pour les 10 prochaines années, c'est de se créer une image voilà, beaucoup plus moderne, beaucoup plus aussi naturelle, proche de des enfants et de nos communautés. Du coup, c'est vraiment ça. Pour l'instant, on ne peut pas vraiment le mesurer, mais c'est clairement un impact intéressant pour nous à long terme. Pour finir, je pense que c'est un exemple un petit peu vraiment concernant l'aide humanitaire, le développement, mais je pense qu'en fait, ça s'applique à tous les secteurs. Je pense qu'on peut aussi impliquer finalement des personnes un peu plus silencieuses, les personnes auxquelles on ne pense pas forcément dès le départ, les impliquer dans le projet, les impliquer dans le feedback. Et je pense que ça peut s'appliquer finalement à toutes les entreprises, de revoir un petit peu sa façon de faire dans la gestion des projets, dans la communication, et puis de sortir un peu, de casser les silos. Et j'espère en tout cas que ça a un petit peu inspiré certaines d'entre vous, parce que je pense qu'en tout cas, nous, on mesure l'impact, et je pense qu'on va dans la bonne direction. On verra s'il y a des embûches sur le chemin, mais je suis en tout cas curieux de savoir si peut-être aussi vous, dans votre entreprise, vous avez des autres systèmes d'inclusion pour justement être plus impactant. En tout cas, merci pour votre écoute. Merci Joachim. Est-ce qu'il y a des questions pour Joachim ?
Oui. Je n'ai pas besoin de ça. Merci. Peut-être là-bas, il y a peut-être trop loin. Super, j'ai bien aimé la présentation. Tu parlais de cette volonté de modernisation. Première question, vous allez changer le nom? Oh non, la question piège. La question qui tue, mais vraiment ce nom, quoi. Si vous me posez la question à moi, oui, j'ai très 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 envie. On est beaucoup à le vouloir. C'est un nom qui ne parle pas forcément. Par contre, c'est vrai que c'est un nom qui est attaché à une époque et aussi à un grand nombre de donateurs. C'est très très risqué de changer le nom, mais moi, si j'avais l'occasion de le faire, je le ferais dès demain, surtout avec un H minuscule. Bref, on ne va pas rentrer dans les critères, mais non, c'est pas prévu. C'est un énorme chantier. Pour l'instant, on est trop tôt, à mon avis, dans le processus, mais on est beaucoup à le vouloir. Ouais. Deuxième question, tu as beaucoup parlé d'inclusion, c'est un terme, enfin, on en parle beaucoup dans beaucoup de domaines. Tu as parlé que au masculin. Moi qui parle en langage épicène, qui dans mon boulot, j'utilise le langage inclusif, ça m'a un peu dérangée. Et puis, est-ce que dans votre nouveau site internet, est-ce que dans votre nouveau... votre façon de présenter maintenant les enfants, est-ce que vous allez vraiment parler des enfants, l'expérience des garçons, des filles, des non-binaires, whatever, parce que selon ton genre, selon ton appartenance de genre, tu vas expérimenter l'enfance totalement différemment. Alors, je voulais juste savoir si c'était un peu dans le pipeline. Oui. Bien sûr, merci. C'est une très bonne question. Alors, je ne suis pas du tout habitué au speech, donc c'est vrai que avec le stress, en tout cas, je n'ai pas fait attention à ça. Mais je suis tout à fait conscient de la remarque et merci beaucoup. On travaille déjà avec le langage épicène, donc tout ce qui est sur notre site internet, les communiqués de presse, etc. On utilise le langage épicène et on va continuer à le faire sur le prochain site web. Et aussi pour tout ce qui est visuel, wording, évidemment, on va faire attention à ça. C'est prévu. C'est quelque chose qu'on a déjà commencé. Comme avant, comme je disais, il y a aussi des contraintes et des visions différentes dans la même organisation. Typiquement, dans le marketing, ils veulent des messages très punchy, très courts. Et eux, ils seraient des fois un peu contre ce langage épicène dans certains slogans, par exemple. Et puis, forcément, il y a d'autres personnes qui seraient plutôt pour et on essaie de pousser. Donc, il y a des challenges à l'interne. Mais mon avis personnel, c'est qu'il faut le pousser au maximum. Et c'est de toute façon prévu pour notre site web, bien sûr. D'accord. Bon, je poserai mes prochaines questions après, quand on boira un verre de vin. Merci. Merci. On a d'autres questions dans l'audience? Où ça? Bonsoir. Moi, du coup, j'ai juste une question. Vu que vous avez un contact hyper privilégié avec les enfants et qu'on a parlé pas mal d'inclusion, qui est un sujet d'actualité, est-ce que vous prenez la responsabilité ou l'opportunité de les sensibiliser dès le plus jeune âge à la discrimination, toute forme de discrimination d'ailleurs, vu que voilà, vous êtes en contact sur le terrain avec eux régulièrement? Merci, oui, c'est une bonne question. Alors on a un secteur Gender and Diversity chez Terre des Hommes qui s'occupe de tous ces sujets-là, que ce soit pour le siège en Suisse, mais aussi sur le terrain. Et effectivement, on a des activités de sensibilisation. Je ne dirais pas que dans chacun de nos projets, c'est inclus, parce que voilà, on a des fois des projets de santé typiquement où on est vraiment dans la malnutrition et c'est pas le moment ni l'occasion de le faire. Par contre, on a énormément de projets qu'on appelle nous de protection de l'enfance, d'activités psychosociales. Et là, effectivement, il y a tout un aspect sensibilisation qui rentre en compte. Donc ça arrive. Je dirais pas que c'est le cas partout dans chaque projet, mais c'est quelque chose qui existe et qui est poussé et qu'on essaie de faire au maximum. Après, c'est vrai que c'est une équipe de 2 personnes et du coup, cette équipe-là doit former des gens sur le terrain et on est dans 30 pays, on a 2000 staff, donc c'est beaucoup de il y a une grande ambition, on va dire, mais c'est vrai, c'est un très bon sujet et ça arrive. Merci beaucoup. Je crois qu'on va arrêter les questions ici. Merci encore une dernière fois, Joachim.